Bon après-midi, je suis Marie-Josée Raymond. Je m'occupe d'éléphants mémoire du cinéma québécois et aussi depuis cette année d'éléphants classiques parce qu'on pense que c'est très important qu'au-delà de votre accès à notre cinéma québécois que nous restaurons et que nous vous diffusons, on pense que c'est important d'apprendre à connaître le monde par la cinématographie nationale de chacun et surtout maintenant que la restauration des films est quelque chose d'un peu plus accepté dans le monde, on a le privilège à Éléphants Classiques de vous faire partager avec nous une cinématographie francophone et aujourd'hui c'est la Suisse et le Québec en coproduction qu'on vous présente et ce sont deux réalisateurs, un Québécois et un Suisse, qui ont travaillé ensemble pour faire ce film clandestin. C'est un film, en fait, qui est extrêmement bouleversant parce que si on n'y prête pas attention, on pourrait penser qu'il a été tourné il y a un mois. Et ça veut dire qu'il y a ce côté visionnaire et en fait presque prémonitoire qui vient avec l'art, avec le 7e art, avec l'art des réalisateurs de films qui ont cette sensibilité sur ce qui se passe dans le monde et qui perçoivent souvent avant les autres les mouvements politiques, culturels, sociologiques. Et dans le cas de Clandestin, pour vous parler un petit peu, parce que c'est notre coquetterie, on trouve quelqu'un qui connaît bien le sujet pour présenter le film, j'ai demandé à quelqu'un que je ne connaissais pas autrement que parce que j'entendais ce qu'il disait à la radio et à la télévision, mais que j'ai trouvé tellement intelligent, tellement pertinent, tellement humain dans sa façon de nous parler des crises humanitaires en ce moment, que je me suis dit, il faut que ce soit lui qui vienne nous parler de Clandestin. Je vais vous dire son titre, il faut que je le lise parce que ça dit tout sur ce qu'il est. Alors, il est directeur scientifique de l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire. Vous voyez que ce monsieur, François Audet, il a un titre qui décrit sa tâche et c'est pour ça qu'il est demandé, sollicité partout dans le monde pour essayer d'aider les dirigeants du monde à prendre des décisions intéressantes et intelligentes sur ce qui se passe avec nos clandestins, nos migrants, nos réfugiés. On ne s'entend même pas sur le mot. Alors, je vais vous présenter d'abord François Audet, mais après, les deux réalisateurs, il y en a un qui est en ce moment au-dessus de la Gaspésie. Alors, il ne sera pas ici à temps, mais ça, c'est notre Canadien, notre Québécois, Denis Chouinard. Mais notre réalisateur suisse, Nicolas Vadimov, est ici. Et quand François vous aura un peu éclairé sur comment on peut, à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui sur ces clandestins, comprendre peut-être mieux le film et l'intention de Denis et de Nicolas. Après, Nicolas viendra un peu voir avec lui s'il y a des choses à rajouter sur la perception de François sur le film Clandestin, qui est un film qui, pour moi, est un des grands films québécois suisses qu'on a dans notre répertoire éléphant et qui fait partie de nos trésors de films québécois. Alors, François? Alors, bonjour, merci. J'espère être à la hauteur de la présentation qu'on vient de me faire. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici, effectivement, aujourd'hui avec vous. Et merci beaucoup, Marie-Josée, pour l'invitation. De participer à cette initiative que vous avez entamée, justement, de redonner vie au cinéma québécois, mais qui n'est pas encore digitalisé. On
On peut dire que le film clandestin, en ce qui me concerne, et je suis très content de connaître un des réalisateurs, est un film intemporel. Comme le disait justement Marie-Josée, tant le sujet qu'il touche que la manière dont le scénario est abordé, il pourrait facilement justement porter sur les Hongrois de la Deuxième Guerre mondiale, comme des Syriens de 2015. Il présente donc la dure réalité des réfugiés clandestins. C'est un film donc qui est très dur, mais qui est aussi dur probablement que la vie des réfugiés d'aujourd'hui et ceux de l'époque. Je ne suis pas un réfugié, je ne l'ai jamais été, mais effectivement, dans une vie passée, j'étais travailleur humanitaire et je peux témoigner que c'est la dernière chose qu'on veut sur la Terre que de se ramasser dans un container sur l'océan en attendant peut-être qu'un jour on atteigne un bon port. C'est un film aussi qui tombe à point. Comme vous le savez, on est à quelques semaines ici au Canada d'accueillir 25 000 réfugiés syriens. Et on peut se demander justement si ces réfugiés vont arriver là où ils pensent arriver. On entend malheureusement trop tristement beaucoup de commentaires qui parfois me donnent un peu la chair de poule. Parce que oui, la vague migratoire que vous connaissez, qu'on entend parler, celle où il y a des millions d'Africains et de gens du Moyen-Orient frappe les portes de l'Europe, est bien réelle. Ils sont aujourd'hui 60 millions de réfugiés dans le monde, pas juste syriens donc, qui sont 4 millions, un groupe important, mais il y en a donc 56 autres millions qui ont fui la guerre ou qui ont fui l'extrême pauvreté. Et pour le bien de Marie-Josée, donc un réfugié, c'est donc quelqu'un qui a fui son pays pour des raisons de sécurité et qui ne peut pas retourner chez lui. Par exemple, un migrant, il peut quitter pour des raisons économiques, voire même touristiques ou autres. Comme vous le savez, un nombre important de ces migrants fuient le groupe terroriste État islamique qui font des ravages évidemment en Syrie. On l'a vu aussi au Mali cette semaine et même évidemment à Paris. Alors je tiens à dire, et pour moi je le répète partout, les réfugiés fuient les terroristes et les réfugiés qui vont venir chez nous ne sont pas des terroristes. On comprend donc que ces femmes, ces enfants et ces hommes sont prêts à tout pour traverser le désert, traverser la Méditerranée ou, comme dans le film clandestin, de traverser l'océan Atlantique. Il faut aussi mentionner que ce que nous vivons aujourd'hui est la pointe de l'iceberg. Donc déjà, ce que le film clandestin montrait à une époque se retrouve aujourd'hui. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation où il y a plus que jamais un nombre important de réfugiés ou de gens qui s'apprêtent à quitter leur pays. Donc du Mali à l'Afghanistan, et je ne peux pas nommer tous les pays, il y en a à peu près une vingtaine, la Libye, évidemment, la Syrie, l'Érythrée, le Soudan, et j'en passe. Il y a des millions de personnes qui quittent leur pays parce qu'ils vivent sous les bombes. Et ils vivent aussi sous nos bombes. C'est important de mentionner que le Canada participe ou a participé à la majorité des interventions internationales. Des bombes qui sont probablement malheureusement nécessaires, c'est pas ça que je critique, mais la conséquence reste la même, il y a des milliers de personnes qui quittent étant donné la guerre. Et en attendant les accords de paix politiques, donc ce sont des accords de paix, c'est l'acteur politique qui doit gérer ça, le moins qu'on puisse faire certainement, c'est d'ouvrir nos portes à ces réfugiés et d'assurer leur protection et d'envoyer de l'aide à ceux qui n'ont pas réussi à quitter. Après avoir vu le film clandestin, je me suis dit d'ailleurs, et c'est une discussion qu'on avait déjà eue avec Marie-Josée, qu'on devrait plus souvent écouter justement nos artistes qui réussissent parfois mieux que les experts à prévoir le futur. Mais surtout, ils sont certainement mieux que tout le monde à humaniser notre univers complexe. On peut donc que se réjouir que justement le film clandestin puisse avoir une deuxième vie. Si c'est une deuxième vie, parce que finalement, comme je le disais, c'est un film qui est très intemporel. Je voudrais donc, en terminant, redire à quel point je respecte cette initiative-là d'Éléphant Mémoire du cinéma québécois pour justement redonner une deuxième vie au cinéma qu'on n'a plus malheureusement la chance de voir aussi facilement que certains films. C'est une initiative donc vitale à notre culture, à notre histoire, mais surtout aussi, il faut le dire, à mieux comprendre ce que le futur nous réserve. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonjour. Je voulais juste vous dire avant tout que je suis très touché d'être ici aujourd'hui. On dit en général ça avant chaque projection, hein. mais là c'est plus vrai que vrai parce que c'est un film qui est très important pour moi parce que c'est le
c'est le premier long métrage que j'ai fait, que je l'ai fait avec Denis Chouinard, comme on l'a dit avant, qui est un ami de longue date, et que ça me fait vraiment particulièrement chaud au cœur de le montrer ici. Je crois que ça fait bien au moins 10 ans, voire 12 que je ne l'ai plus vu. Il a été restauré, digitalisé, numérisé par Éléphant Classique, que je remercie vraiment du fond du cœur de cette initiative. Et puis je suis d'autant plus content qu'elle vienne d'ici, du Québec, de Montréal, parce que c'est ma ville de cœur, c'est la ville où j'ai fait mes études de cinéma, où j'ai rencontré Denis Chouinard. Et on était toujours 3 à traîner ensemble. Pour ceux qui le connaissent, Louis Bélanger, qui est un autre cinéaste important du Québec, Denis et moi. Et voilà, on a passé notre temps dans les rues avoisinantes, plus à la cinémathèque et dans les tavernes que peut-être parfois dans les cours de l'UQAM où on était supposé être. Mais enfin, en tout cas, ça a donné Clandestin, entre autres. Voilà. En tout cas, merci encore à Éléphant Classique. Merci. J'aurais peut-être une question à poser à Nicolas. Justement, cette idée qu'on peut imaginer que les cinéastes ou que les réalisateurs puissent anticiper le futur. Quand vous avez fait ce film-là, on en discutait tout à l'heure, il y avait déjà évidemment un enjeu important des migrants clandestins qui a probablement toujours existé depuis que l'humain est humain. Mais comment vous voyez que ça s'inscrit aujourd'hui justement dans la réalité des problèmes migratoires, notamment que l'Europe est en train de vivre? Est-ce qu'on peut vous qualifier de futurologue, effectivement? Est-ce que c'est quelque chose qui était prévu ou comment vous imaginez votre film dans l'espace-temps? Mais c'est sûr que les événements récents, voire très récents, donnent tout à coup une nouvelle résonance au film, malheureusement, hein, j'allais dire. Mais je pense qu'à l'époque, le film, on le tourne en 96 et on commence à l'imaginer en 92. Hein. Il n'y a pas à l'époque d'immenses flux migratoires comme ce qu'on vient de voir avec la Syrie, mais il y a déjà une immigration très importante en Europe. Il y a déjà eu la première guerre, il y a les guerres dans les Balkans qui commencent. Il y a la guerre civile en Algérie qui oppose le GIA, le FIS et le FLN au pouvoir. Il commence à y avoir vraiment des migrations, on va dire, entre guillemets, qu'on appelait sauvages, c'est-à-dire qui ne sont plus forcément le fait de familles qui font du regroupement familial ou qui... C'est tout à coup des espèces de dynamique qui se met en place où des gens sont tout à coup prêts à absolument tout, et ça c'est un phénomène un peu nouveau du début des années 90, à absolument tout pour aller ailleurs, pour fuir la région dont ils viennent. Je pense qu'au moment où on fait le film, on est encore sous le coup de l'émotion, peut-être 10 ans avant des Boat People, du Vietnam, et tout ça. Mais on est dans une espèce de moment où ce n'est pas un sujet qui est aussi débattu que maintenant. Et puis cependant, je crois que Denis et moi, dans les voyages qu'on a pu faire les uns et les autres, enfin l'un ou l'autre, pour d'autres films, on se rend compte de cette réalité extrêmement violente. C'est qu'il y a des gens qu'on a connus, qu'on a rencontrés, parce qu'on a fait aussi beaucoup de recherches pour le film pendant 3 ans, en Roumanie, dans les pays du Maghreb, en Afrique. Et on se rend compte que des gens avec qui on sympathise et qui on s'entend très très bien, tout à coup, ont une dimension qui nous semble inconcevable, c'est-à-dire celle de, voilà, tu me vois aujourd'hui, je suis en train de manger avec toi, j'ai une famille, des parents, des frères, des sœurs, mais demain, je vais partir parce que je dois partir. C'était souvent d'ailleurs, on ne parlait pas forcément de réfugiés politiques, mais c'était une migration, pour moi, elles valent toutes. Hein. Je vais partir et je suis prêt, s'il le faut, à mourir pour ça. Et je me souviens du nombre de discussions qu'on a eues avec eux, en leur disant, mais est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle? J'ai pas le choix, ça doit être comme ça. Et c'est le début des années 90 de ces aventures terribles où on retrouve des gens dans des containers qui sont restés, notamment il y avait une histoire au Canada, où on avait retrouvé des gens dans un container morts après, je crois, 1 semaine, ils étaient restés à quai, on les avait oubliés. Il y a des histoires de camions réfrigérés, enfin, c'est le début aussi des jeunes qui s'embarquent dans les trains d'atterrissage d'avions. Enfin, voilà, c'est plein de grandes histoires, hein, j'allais dire, mais qui concernent souvent des dizaines de personnes. Et puis il y a toutes celles dont on ne parle pas à l'époque, parce que c'est ceux dont on voulait aussi parler dans le film, c'est qu'il y a une espèce d'hypocrisie généralisée qui se met en place, une espèce de chaîne de déresponsabilité, où les armateurs ne veulent pas ralentir la progression des bateaux, lorsqu'il y a des containers avec des migrants à l'intérieur, parce qu'il y avait, je me souviens bien, on le dit dans le film, si l'armateur, le bateau débarque avec des migrants
que ce soit au Canada ou n'importe où dans le monde, à l'époque, je ne sais pas si la loi a changé, mais je pense que c'est encore pareil, il est jugé responsable des gens qui le débarquent, et donc il devait payer, je me souviens bien, on le dit au début du film, mais je crois une amende de 5 000 $ par personne. Voilà. Donc le calcul est vite fait, si on découvre à bord d'un porte-container, un container avec 20 migrants à bord, c'est 20 fois 5 000 $ que l'armateur va devoir payer. Alors les calculs sont assez vite faits, entre cette réalité économique qui nous semble rien en regard d'une vie humaine, mais qui pour les armateurs sont voilà, une perte, et l'aspect moral qui tout à coup en pleine mer, dans les eaux internationales, n'existe plus vraiment, le calcul est vite fait, les équipages se trouvent, le capitaine se trouve sommé de ne pas les débarquer. Je pense que c'est pas arrivé qu'un armateur dise « tu les mets à l'eau », mais c'est arrivé qu'on lui dise « tu ne les débarques pas ». Voilà. Donc à partir de là, le capitaine soit prend les migrants, les enferme, doivent les nourrir, il devient seul responsable, donc il se décharge sur son second qui dit tu te débrouilles mais moi je ne veux pas en entendre parler, et puis finalement on avait une espèce de chaîne comme ça, de responsabilité qui faisait qu'il y a les gens qui étaient souvent semblables, pas très loin de la condition de vie des migrants, qui étaient les équipages de bateaux philippins ou enfin, de pays où les situations étaient très difficiles, qui les lançaient à l'eau. Voilà, tout simplement. Alors nous, on n'a pas raconté ça parce qu'on pensait que c'était tout à fait... Mais enfin, vous allez voir. Mais on était entouré à l'époque d'histoires extrêmement cruelles, terribles et très cyniques. Et voilà, nous, on a voulu raconter un bout d'existence de ces gens-là. Merci beaucoup. Bon visionnement. Malgré tout ça, je vous souhaite une bonne projection.